Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler des travaux et plus particulièrement de l'accompagnement travaux. Alors, travaux, ben, évidemment, je veux dire, on est dans le cas de rénovation et il y a une série de questions qui se posent par rapport à ces travaux. Hein. Ben, déjà, la première grande question, ben, quels travaux faire? Ensuite, quels entrepreneurs? Quels sont finalement, je veux dire, quels sont les moyens que j'ai pour analyser les entreprises, pour vérifier qu'elles sont fiables et évidemment, je veux dire, par la suite, je veux dire, en fin de chantier, éventuellement obtenir des primes pour les travaux que je réalise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, je veux dire, quand on est dans une phase de rénovation, je vais juste couper 2 secondes ma présentation parce qu'il y a un petit bug au niveau de mon écran. C'est assez énervant. Voilà, je vais relancer le mode présentation. Voilà. Ah, c'est l'écran qui bug vraiment, quoi. Alors, ah, il y a vraiment désolé, hein, j'y arrive. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller sans cet écran. Mais je suppose que vous voyez, et donc c'est effectivement le plus important. Alors, comme je disais, vous avez effectivement le problème qu'il y a souvent avec les candidats rénovateurs, vous par exemple, c'est évidemment de rester dans le processus le plus longtemps possible et de préférence jusqu'à la fin des travaux, étant donné qu'il y a quand même une série d'étapes à franchir pour arriver à réaliser en bout de course les travaux. Euh, alors, ces étapes à franchir, ben, il y a déjà éventuellement un audit à faire. Hein, c'est la première étape parce que l'audit va permettre d'avoir une vision un peu globale des choses à faire. Après, ben, l'audit n'est pas suffisant parce que, au point de vue administratif, il se peut que les travaux, par exemple, génèrent une série de devoirs complémentaires, si je puis dire, comme par exemple un permis d'urbanisme avec ou sans architecte. Une fois que bah, ceci est obtenu, bah, il y a évidemment toute la question justement des demandes de prix aux entrepreneurs, tout ça faisant partie d'un premier package, entre guillemets, de tâches à réaliser dans l'avancement de vos travaux. Ensuite, une fois qu'on soumissionne les entreprises, bah, le but du jeu, bah, ça va être évidemment de les comparer et d'en choisir une ou plusieurs, ça dépend, je veux dire, des types de travaux que vous réalisez. Et puis, on entre dans la phase travaux. Travaux qui, je suppose, ou on peut le présumer, vont bien se passer, hein, si tout va bien en tout cas. Et à la fin des travaux, ben, il y a évidemment, comme je l'évoquais à l'instant, la récolte de documents. Bah, par exemple, évidemment, tout ce qui est dossier de demande de prime à la région Wallonne, on en reparlera, je veux dire, en bout de course de cette présentation. Alors, ici, vous avez un peu justement le détail de ce que je viens de dire. On voit que, j'ai détaillé, bon, c'est peut-être un peu petit, je veux dire, mais on pourra vous envoyer les slides, ce qui seront un peu plus lisibles à mon avis. Mais je veux dire, ce que je veux dire par ce slide-là, c'est que bah, vous avez une myriade de choses à faire, ou en tout cas d'étapes à franchir avant d'arriver à la réalisation des travaux, et puis pendant les travaux et après les travaux. Et c'est vrai qu'on ne peut pas cacher que c'est quelquefois un peu stressant. Hein. Il est bien clair que la plupart des candidats rénovateurs bah, cassent un peu leur tirelire dans le cadre de la réalisation de leurs travaux. D'autre part, ils veulent être certains ou presque d'obtenir un certain nombre de primes. Hein, et donc, évidemment, bah, je veux dire, vous avez effectivement, je veux dire, un stress non seulement financier, mais aussi au niveau du choix des entreprises, comme je le disais tout à l'heure. Et bah, il s'agit, dans un certain nombre de cas en tout cas, bah, de vous faire éventuellement accompagner par une structure comme NSA par exemple, mais ça peut être par un auditeur, un architecte ou ce genre de choses, hein, de telle sorte à ce que finalement vous ne vous fassiez pas, disons, avoir. Bon, on peut espérer que les entrepreneurs soient honnêtes, bien entendu, mais dans un certain nombre de cas, malheureusement, on tombe sur des entreprises qui ne sont pas tout à fait regardantes par rapport à la qualité des travaux. Hein, mais justement, il s'agit, je veux dire, dès le début, dès le départ, dès le moment où on reçoit les offres,
de pouvoir effectivement jauger de la qualité des entreprises. C'est pas toujours facile. Évidemment, moi qui suis architecte depuis plus de 25 ans maintenant, oui, je dis bien, plus de 25 ans, il suffit que je regarde une offre de prix pour me dire, ah bah tiens, au niveau qualitatif, il y a quelque chose, entre guillemets, il suffirait de poser l'un ou l'autre question pour vérifier, et on est OK, on peut adjuger les travaux. Évidemment, vous, candidat rénovateur qui n'êtes pas dans le secteur de la construction, c'est tout de suite un peu plus compliqué généralement. Alors, si j'avance un petit peu, donc au niveau d'un accompagnement travaux type chez Enestia, la première des choses que l'on réalise, et c'est une chose importante, c'est un métier descriptif. Métier descriptif, c'est quoi? Évidemment, on va partir des travaux que vous comptez réaliser, ceux qui sont éventuellement décrits dans l'audit, et on va compléter la description parce qu'évidemment dans l'audit, on le verra dans les slides suivants, disons que la description est très courte. On dit par exemple pour un mur, il mettait un isolant de tel type et de telle épaisseur et avec une telle finition. Et c'est à peu près tout. Alors qu'on se rend bien compte dans la pratique que lorsque j'isole un mur, par exemple par l'extérieur, il y a quand même des travaux qu'on dit induits, c'est-à-dire des travaux qui sont liés au fait d'isoler. Par exemple, il faudra adapter les seuils de portes et de fenêtres. Il faudra aussi adapter finalement les pieds de toiture et les rives de toiture. Donc, il faudra déplacer éventuellement les descentes d'eau et les gouttières. Donc, vous avez une série de travaux qui sont liés finalement au travail de base que l'on fait et qui ne sont pas vraiment décrits dans l'audit. Et donc le but du jeu de ce maîtrise descriptif, c'est justement de lister tous ces travaux induits, connexes, de telle sorte à ce que les entrepreneurs puissent remettre prix sur une même base. Une fois que effectivement on s'assure qu'ils remettent prix sur une même base, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on peut vraiment comparer les offres d'un point de vue technique et évidemment d'un point de vue financier. Alors, dans l'aide qu'on peut apporter, nous, en tant que plateforme de rénovation énergétique, nous avons une grappe d'entreprises qui sont partenaires avec nous et nous fournissons une liste d'entreprises qui sont, disons, patentées ou en tout cas qui sont, partenaires avec nous, qui ont signé une charte de qualité, ce qui permet de quand même restreindre finalement les problèmes qui pourraient y avoir sur le chantier, étant donné que ces entrepreneurs-là, nous les connaissons, nous discutons régulièrement avec eux et nous avons un process finalement de qualité vis-à-vis de ces entrepreneurs et des travaux qu'ils réalisent. Alors, une fois que les entrepreneurs sont interrogés, qu'ils remettent l'offre, justement, je parlais des comparatifs tout à l'heure, il faut les analyser. Et la première des choses qu'on analyse, et on le verra par la suite dans les slides, c'est la concordance entre ce qu'ils remettent, enfin ce qui apparaît dans leur offre et le descriptif. Il faut pour bien faire que ça corresponde ou que s'il y a des différences, ça puisse s'expliquer d'une manière ou d'une autre, technique par exemple, ou parce qu'un entrepreneur met un autre type d'isolant par exemple. On a prévu par exemple, je sais pas moi, 20 cm de fibres de bois dans la toiture au niveau du descriptif et l'entrepreneur propose 20 cm de cellulose ou d'un autre isolant quelconque. Et donc, la première des choses dans ce cas-là qu'on vérifie, c'est que techniquement, ça tient la route. Et deuxièmement, on vérifie aussi que pour ce qui concerne les conditions techniques des primes, on est toujours dans les clous. Tout ça se fait, au niveau du comparatif, et on indique dans le comparatif justement qu'il y a une divergence par rapport au descriptif, de telle sorte à ce que le choix du candidat rénovateur puisse s'opérer, de manière le plus éclairée possible. Ensuite, il y a évidemment la phase travaux. La phase travaux qui est évidemment la phase, disons, la plus délicate, ou en tout cas, c'est là qu'on va voir les choses se monter. Et en bout de course, il y a effectivement toute cette récolte de données liées au dossier prime. Donc ça, c'est le process un peu global au niveau de suivi de travaux. En tout cas, si effectivement, vous voulez être accompagné par nous. Maintenant, comme je le disais, il y a d'autres formes d'accompagnement. Un auditeur pourrait éventuellement aussi faire ce type d'accompagnement. Ils ne le font généralement pas, enfin, très rarement. Un architecte pourrait être amené à faire ce type d'accompagnement.
imaginons par exemple que justement il y ait besoin d'un permis avec architecte, je dirais bien qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si un accompagnement de type comme nous faisons n'est pas un doublon par rapport à l'architecte. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'avoir un architecte et une plateforme ou un autre accompagnateur, mais disons qu'il faut trouver le modus vivendi pour ne pas que nous marchions sur les pieds. Alors, ici, ce que j'ai pris, c'est un exemple d'une rénovation type, ou en tout cas, j'ai pris une rénovation simple en prenant trois ou quatre travaux qu'on rencontre assez régulièrement, hein, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on pourrait passer plusieurs heures à expliquer ce qu'il en est au niveau des travaux. Alors, vous voyez ici, vous avez une photo plus des vues tridimensionnelles du bâtiment. La situation du bâtiment est une situation qui est finalement pas bonne, hein. Je veux dire, on voit que le label de départ avant travaux est F, et l'audit, entre guillemets, va montrer comment est-ce que depuis cette situation de départ, on pourrait arriver au label A. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'arriver au label A, hein. Je veux dire, il n'y a aucune obligation de suivre toutes les recommandations qui sont contenues dans l'audit, mais je veux dire, ça montre comment peu à peu on pourrait arriver au label A. Alors après, il y a aussi un choix des travaux qu'on va faire. Il y a des travaux qui sont plus rentables ou qui permettent de sauter des étapes plus rapidement que d'autres. On le verra par la suite. Et donc, forcément, on pourrait se dire qu'il y a quelquefois des travaux que je dirais quick win, c'est-à-dire qu'on finalement rentabilise assez rapidement les travaux qu'on réalise sur son bâtiment. Alors, tout ça, je veux dire, fait partie d'une série de choix à faire du côté du candidat rénovateur, étant donné que les perspectives sont un peu différentes lorsque, je veux dire, vous venez d'acheter un bâtiment, que vous êtes jeune, ça, c'est une première étape. Et là, forcément, les perspectives au niveau des travaux, je veux dire, sont peut-être des travaux que vous accepterez qui puissent être relativement lourds, hein, je veux dire par exemple des démolitions de dalles ou ce genre de choses, alors que dans l'étape suivante, si vous êtes propriétaire depuis 10-20 ans, que les finitions sont réalisées à l'intérieur du bâtiment, il est bien clair que dans ce cas-là, le choix des travaux à faire sera légèrement différent, puisque dans la plupart des cas, il ne s'agira pas de démolir de dalles, et même l'isolation par l'intérieur des murs, par exemple, pourrait être effectivement contrecarrée par le fait que il y a la taille des pièces, bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui est finition qui sont déjà là et qu'on n'a peut-être pas envie de devoir refaire suite aux travaux d'isolation. Donc, ça oriente le choix. Troisième perspective différente, c'est évidemment les personnes un peu plus âgées, où là, si en tant qu'auditeur, je veux dire, on se dit, tiens, on va faire des travaux, c'est bien gentil, mais le temps de retour sur investissement est de 25-30 ans. Disons que dans un certain nombre de cas, en tout cas, ça pose la question de la rentabilisation forcément des travaux qu'on va faire et de l'intérêt, en tout cas financier. Maintenant, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait des travaux, ce ne sont pas seulement des problèmes financiers qui nous motivent à le faire, c'est aussi des questions de confort, de salubrité, de sécurité du bâtiment. Et donc, je veux dire, et indirectement aussi de plus-value immobilière. Donc, si on veut analyser les choses de manière la plus complète possible lorsque on réalise un investissement sur son bien, il faut prendre aussi en compte ces paramètres complémentaires et pas seulement le temps de retour sur investissement lié à la consommation énergétique du bâtiment. Alors, dans le cas qui nous occupe, en fait, ici, j'ai un peu simplifié les choses, hein, mais j'ai mis 4 grandes étapes. Ces étapes vont mener à, disons, quasi un label A. En tout cas, si on les fait en entier, on arrivera au label B. Alors, on part de notre situation de départ où on est F, et la première recommandation, dans le premier bouquet, c'est de réaliser l'isolation de la toiture du bâtiment. Bon, le bâtiment est un peu complexe, donc il y a une toiture qui était déjà isolée et une autre pas, donc c'est pas l'entièreté de la toiture, mais enfin bon, pour la toiture qui était mal isolée, on l'isole entièrement. On arrive au label E après la réalisation des travaux sur la toiture. Ensuite, deuxième étape, il y avait une cave sur l'ensemble du volume, et donc l'isolation du
plafond de la cave peut être intéressante et surtout, c'est un isolant qui est relativement facile à mettre en œuvre. Il suffit de le plaquer, je veux dire, sur le plafond, hein, si je puis dire, et à la limite, il n'y a même pas besoin de finition, étant donné que vous êtes plutôt dans des locaux techniques. Alors, il y a quand même des réserves, évidemment, par rapport à ce type d'isolation, puisque, je veux dire, on est quand même limité en hauteur. La plupart des caves n'ont pas des hauteurs de 2,50 m. Hein. Généralement, on est plus proche de 1,90 m, voire 2 mètres dans le meilleur des cas. Et donc, forcément, je veux dire, ça limite effectivement les hauteurs disponibles pour un futur isolant. Ça, de nouveau, c'est ce genre de choix qui peut être réalisé. Je n'ai rien vu, je ne les ai pas non plus. Non. Si vous il voulez n'est bien, peut-être pas encore bien rentré. Raymond. si vous voulez bien couper votre micro, madame, on entend tout. Hein. Voilà, désolé. Donc je disais, isoler le plafond de la cave, ça peut être, c'était l'étape 2, et on voit qu'on saute de nouveau un label. Hein. Donc on était au label E, on arrive au label D. Ensuite, pour complément d'information, ici, il y a des choix qui ont été faits au niveau de l'audit et au niveau technique. Je veux dire, pour la toiture, on va isoler par l'extérieur, donc on en profite aussi pour remplacer la couverture. C'est ce qu'on appelle une toiture dite sarking, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la couverture existante, le lattage, le contre-lattage, on remet un pare-vapeur ou un panneau de type OSB, ou voire les deux, on met un isolant de manière continue, ça peut être un isolant biosourcé, ça peut être un isolant synthétique, et puis une nouvelle sous-toiture, lattage contre lattage et l'ardoise de finition. Donc vous voyez sur la droite des prix à titre indicatif, ce sont des moyennes de prix que nous recevons chez nous. Et vous avez sur la droite les primes, je veux dire, disponibles à l'heure actuelle. Donc, ce sont les primes 2025 qui vont être d'application jusqu'à octobre 2026. Et vous avez le coût net par mètre carré en version biosourcée et en version pétrosourcée. Alors je dis les primes, ici j'ai pris le revenu moyen, le revenu R3, qui bénéficie d'un facteur multiplicateur de 3 au niveau des primes région wallonne. Même chose pour l'isolation du plafond de la cave, avec, vous voyez sur la droite, les coûts nets au mètre carré. Alors, vous voyez que j'ai aussi indiqué sur le slide les avantages et inconvénients de chaque technique. Alors, avantage pour la solution Sarking en toiture, c'est que vous avez un isolant continu. Il n'y a pas de travaux internes, donc ça veut dire que vous avez peu de nuisances au niveau des locaux qui sont sous toiture. Ça veut dire qu'à la limite, on peut continuer à vivre dans le bâtiment presque normalement. Il n'y a pas donc de perte de confort et on en profite pour remplacer la couverture, ce qui n'est pas plus mal quand le bâtiment est ancien et que, je veux dire, la couverture elle a 40, 50 ans, qu'elle commence à se dégrader. Il vaut mieux agir le plus rapidement possible ou en tout cas ne pas traîner pour ne pas entraîner des dégradations, notamment de la charpente, parce qu'il y aurait des défauts d'étanchéité au niveau de la couverture. Alors, inconvénient, ça va avec finalement, le remplacement de la couverture est quand même un poste onéreux, hein, donc c'est notamment au niveau du coût que, je veux dire, ça peut être un peu rébarbatif, si je puis dire. Pour ce qui est du plafond de ma cave, comme je le disais tout à l'heure, l'isolant on le plaque juste au plafond. Maintenant attention, il y aura quand même des adaptations à faire au niveau tuyauterie et gaine technique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'évidemment, je veux dire, les techniques à chaque fois vont générer leurs travaux induits, comme je le disais tout à l'heure, et il s'agira lorsque on passe à la phase travaux ou en tout cas à la phase descriptive de prendre en compte toutes les conséquences finalement de la réalisation des travaux. Et par exemple ici pour la toiture, hein, vous le voyez, je veux dire, j'ai mis dans le tableau que vous voyez là la liste des travaux qui peuvent être, je veux dire, induits par la réalisation de l'isolant par l'extérieur au niveau de la toiture. Vous voyez que, évidemment, il y a du démontage, comme je le disais tout à l'heure. Idéalement, je veux dire, on peut anticiper un certain nombre de travaux ultérieurs. Par exemple, ici, on a créé de nouveaux débordants de toiture, je veux dire,
sur le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on anticipait une éventuelle isolation des murs par l'extérieur. Parce qu'évidemment, si vous vous dites, vous mettez finalement votre rive de toiture et vos gouttières à fleur du mur, ça veut dire que si par la suite on isole le mur par l'extérieur, eh bien on va devoir démonter tout ça, alors que des travaux ont été réalisés sur la toiture. Et donc c'est toujours intéressant de se poser la question, oui mais bon, qu'est-ce que va devenir le bâtiment? Est-ce que je ne peux pas anticiper un certain nombre de choses de telle sorte à ce que finalement, j'ai pas de démontage à faire, hein, ou que je ne sois pas bloqué pour les travaux suivants. Donc, ça, c'est important, je veux dire, à comprendre lorsque finalement, et en tout cas à intégrer dans les demandes de prix de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de blocage ultérieur. Pose la par vapeur, ça j'en ai déjà parlé, donc il y a l'isolant à proprement parler. La sous-toiture, évidemment la nouvelle couverture. Alors, dans les travaux induits par la réalisation finalement d'une nouvelle couverture, il y a évidemment les crochets de sécurité, c'est une obligation légale. Les raccords de toiture, c'est-à-dire qu'évidemment, quand vous avez des toitures à plusieurs pans, il y a des raccords spéciaux à faire. Les rives, donc c'est-à-dire les bords de toiture au niveau des pignons, mais pardon, les rives d'égout aussi du côté des enfin derrière les gouttières. Il y a les gouttières et descentes d'eau. Quelquefois, il est possible qu'on ait à remplacer que la gouttière et alors on se raccorde sur les descentes d'eau existantes avec un col de cygne, par exemple. S'il y a des chéneaux, faut généralement refaire le zingage. Et alors, il y a aussi toute la question de savoir, souvent, généralement, quand on refait la toiture, on en profite pour rajouter l'un ou l'autre Velux. Et donc, évidemment, c'est l'occasion de le faire tant que, je veux dire, les couvreurs sont sur site. Alors, après, dans les autres travaux, mais qu'on n'a pas toujours, je veux dire, dans une toiture classique, il y a toute la question des lucarnes. Évidemment que tant qu'on a l'entrepreneur qui travaille sur la toiture, autant lui faire faire le maximum de travaux possibles, de telle sorte à éviter les installations de chantier répétitives à chaque fois qu'on refait des petits travaux éventuels sur la toiture. Alors, la question se pose, et j'en parlais, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, se pose au niveau du d'un éventuel, permis d'urbanisme. En toiture, en tout cas, c'est assez souple, en tout cas au niveau des règles du Code du développement territorial wallon. Si j'isole par l'extérieur et que je refais la couverture, il n'y a pas de permis d'urbanisme nécessaire, pour autant que la surépaisseur de la toiture soit de maximum 30 cm. Je travaille effectivement, je veux dire, en isolant par l'extérieur. Ça veut dire que j'aurai une surépaisseur d'isolant, mais dans la plupart des cas, cette surépaisseur sera limitée à 20 cm. En tout cas, même avec un isolant biosourcé, on a 20 cm. Et donc, on est bien en deçà des 30 cm. Et donc, ça passe sans problème. Autre condition, il faut que la teinte de la couverture soit identique à l'existant. Pas besoin de garder exactement le même matériau, c'est-à-dire qu'on pourrait passer d'ardoise à tuile ou inversement, pour autant qu'on soit dans la même teinte. Si ce n'est pas la même teinte, il y a une possibilité, je veux dire, qu'il y ait une demande de permis d'urbanisme nécessaire. Alors, ce que je dis toujours aux candidats rénovateurs, dans ce cadre-là, dès qu'ils entament des travaux, c'est de quand même aller voir au service urbanisme de la commune d'où ressort le bâtiment à rénover, de telle sorte à ne pas avoir de blagues, parce que certaines communes ont des règles un peu spécifiques en fonction des quartiers, en fonction de certaines particularités urbanistiques, je veux dire, notamment dans les centres-villes, et donc il vaut mieux aller avant et se dire, voilà, j'ai fait toutes les démarches, je sais que j'ai besoin d'un petit permis par exemple, et je le fais, plutôt que de régulariser par la suite, parce que là on est parti dans des procédures qui sont quelquefois très compliquées et qui n'aboutissent pas forcément. C'est pas parce qu'on demande une régularisation d'urbanisme qu'on obtient cette régularisation, et si on ne l'obtient pas, généralement, ça mène au démontage finalement des travaux qu'on a réalisés. Ça, c'est pour tout ce qui est toiture. Alors, tant qu'on est toujours dans la toiture, tout ce qui est panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, il n'y a pas besoin de permis tant qu'il reste dans le plan de la toiture. Au niveau des Velux, enfin des ouvertures de toiture, parce que bon, Velux étant une marque, il y en a d'autres, il n'y a pas besoin de permis, pour autant que la teinte externe du châssis soit à peu près de la teinte de la couverture. Certaines communes, quand même, limitent la largeur, entre guillemets, à une proportion de la largeur du bâtiment. Ça, il faut aller voir à la commune exactement quelles sont les règles.
Alors, tant qu'à parler de permis, il y a évidemment les nouvelles ouvertures dans les murs. Il y a effectivement un certain nombre d'ouvertures qu'on pourrait faire dans les murs pour lesquelles il n'y a pas besoin de permis, mais il y a un certain nombre de conditions au niveau surface, du type d'orientation de la façade ou ce genre de choses. Et là, de nouveau, je vous invite vraiment à aller voir au service urbanisme ce qu'il en est exactement. Et puis alors, au niveau des murs, si j'isole un mur par l'extérieur, il y a une grosse potentialité qu'il y ait un permis, ne fût-ce qu'un petit permis sans architecte, parce que généralement, on change l'aspect du bâtiment. Et dès qu'on change l'aspect du bâtiment, là, par contre, c'est le permis quasi assuré. Voilà, donc, voyez, je veux dire, bah, je rénove, j'ai mon audit qui me dit, voilà, il faut isoler telle et telle paroi, mais il y a des étapes à franchir avant même de commencer les travaux. Alors, dans le cas qui nous occupe, ben, dans mon étape 2, je l'avais évoqué il y a quelques instants, ben, c'est l'isolation du plafond de la cave. Isolation du plafond de la cave, eh bien, ça nécessitera notamment l'adaptation éventuelle de tout ce qui est tuyauterie, enfin non, gaine électrique, pardon, et tuyauterie, je veux dire, de chauffage. Pas toujours, on peut très bien les englober dans l'isolant. Pour ce qui est du chauffage, à la limite, c'est pas plus mal parce que ça permettra de mieux isoler, je veux dire, les tuyauteries de distribution du chauffage. Et donc, forcément, bah, vous aurez moins de pertes énergétiques puisque, logiquement, la cave est un espace plus froid je veux dire, que les espaces de vie au rez-de-chaussée et aux étages. Alors, bon, oui, il faut adapter les lumières, bien entendu, et donc il faut tout ça, je veux dire, il faut faire tout ça pour obtenir le résultat escompté. Comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'on a fait ça, on arrive au label D. Hein, donc ça, c'est une deuxième étape. Troisième étape que j'avais proposée ici aux clients, c'est de mettre des panneaux solaires photovoltaïques qui permettent directement, enfin, on reste dans le label D, mais on se rapproche on dirait qu'on ne change pas, mais en réalité, vous voyez que la différence, enfin, la marge entre le niveau bas du label D, c'est-à-dire proche du C, et le niveau, disons, mauvais du label D, c'est-à-dire proche du E, ben, est quand même de quasi 100 kWh par mètre carré par an. Donc, évidemment, ici, bah, on ne perçoit pas la différence, mais en réalité, je pense qu'avec l'étape 2, on était de l'ordre de 315 ou 320 kWh par mètre carré par an, et que, je veux dire, quand on a fait l'étape numéro 3, c'est-à-dire le placement de ce panneau solaire photovoltaïque, on arrive à un niveau, je veux dire, meilleur et qui serait de l'ordre de, si je me souviens bien en tout cas, je sais plus les chiffres exacts en tête, de 275 ou 280 kWh par mètre carré par an. Et dans mon étape 4, il pourrait être envisagé de placer une pompe à chaleur RO qui ferait le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et ça, bah, tout de suite, on arrive finalement, on passe de D à B directement. Donc là, on fait vraiment un grand saut, je veux dire, au niveau de la performance énergétique du bâtiment, d'autant plus que la chaudière initiale était relativement ancienne. Voilà, donc ça, ce sont les grandes étapes. Alors évidemment, il faut décrire tout ça, que j'avance un petit peu, excusez-moi. Faut décrire tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, je veux dire, même pour la pompe à chaleur, hein, pardon, je passe des slides, moi. Ici, pardon, excusez-moi, j'ai oublié que l'étape 3, il y avait quand même, pour les panneaux solaires photovoltaïques, quelques éléments à rajouter. La puissance qu'on va mettre pour les panneaux solaires photovoltaïques va déterminer évidemment la production d'électricité. Vous voyez que ici, la production d'électricité est de l'ordre de 3000, si j'arrondis, 3400 kWh par an. Après, ça permet normalement de compenser la consommation électrique domestique. On considère que c'est entre 3000 et 3500 kWh pour un ménage moyen. Mais évidemment, on pourrait dimensionner autrement. Hein, c'est-à-dire que ici, j'ai prévu 4 kW de crête, mais si on se dit que tiens, il y a la pompe à chaleur qui va forcément consommer de l'électricité, on pourrait très bien surdimensionner l'installation, je veux dire, pour tenir compte de cette consommation supplémentaire en électricité. Maintenant, dire qu'elle compensera entièrement la consommation électrique de la pompe à chaleur, ça va un peu dépendre d'un certain nombre de paramètres. Pas tout à fait certain qu'on puisse y arriver, étant donné que les surfaces de toiture sont quand même à un moment donné limitées.
hein, je veux dire, donc forcément, on n'a pas des toitures qui font 200 mètres carrés, bien orientées, etc. Donc évidemment, on est un peu, je veux dire, limité au niveau de la surface disponible pour placer des panneaux. On pourrait aussi se dire de dimensionner en fonction de consommateurs externes, genre une voiture électrique qu'on rechargerait à domicile. Et donc là aussi, il y a un calcul à faire. Et donc là, c'est l'installateur qui va faire tout ce calcul supplémentaire. Alors évidemment, placer des panneaux solaires photovoltaïques, ça a l'air facile en soi. Hein, sauf que évidemment, il faut mettre les crochets, il faut un peu de démontage de toiture. Hein, c'est les travaux induits que j'indique dans le tableau ici en dessous. Il y a évidemment l'onduleur, donc c'est l'appareil qui permet de finalement de transformer l'électricité, je veux dire, qui est produite de manière continue en courant alternatif. Il y a les raccords sur le compteur, il y a un repérage des circuits, il y a aussi et surtout pour tout ce qui est panneaux solaires photovoltaïques, une vérification de la conformité de l'installation avant mise en service des panneaux. Ça, c'est important. C'est obligatoire. Bon, je dirais bien qu'il y a généralement très peu de couacs de ce côté-là, puisque les placeurs, enfin les entrepreneurs qui placent ce genre de panneaux, je veux dire, sont habitués à la réglementation, ils savent comment tout ça fonctionne, bien entendu. Encore heureux. Et puis j'ai ma pompe à chaleur qui là aussi va générer son lot de travaux induits. Il va falloir enlever la chaudière, adapter les circuits éventuellement. Alors, ce qu'on pose toujours comme question, c'est de dire, oui, mais une pompe à chaleur, ça ne fonctionne bien qu'avec, je veux dire, du chauffage sol. Vrai et faux en même temps. Dans le sens où effectivement, il est mieux que la pompe à chaleur puisse générer de l'eau chaude dans le circuit de distribution de chauffage à la température la plus basse possible, mais on peut générer une température dans le circuit de chauffage relativement basse, même avec des radiateurs. Et ce, d'autant plus que généralement, les radiateurs qui sont dans le bâtiment sont surdimensionnés. Et ce, d'autant plus aussi que finalement, on arrive avec notre pompe à chaleur ici dans un bâtiment dont on aura amélioré l'isolation. Donc forcément, les radiateurs qui étaient au départ calculés pour un bâtiment, disons, extrêmement déperditif, vont se retrouver surdimensionnés, leur puissance sera trop élevée. Et donc, ça voudra dire qu'on va pouvoir abaisser la température de circulation de l'eau dans le circuit de distribution de chaleur du bâtiment, ce qui rendrait le circuit de distribution tout à fait compatible et optimum pour l'utilisation ou en tout cas l'installation d'une pompe à chaleur. Bon, tout ça, de nouveau, doit être vérifié par l'installateur. C'est d'ailleurs ce qu'on met dans les travaux induits, qu'il doit y avoir une étude complète de l'installation pour vérifier l'adéquation finalement du placement d'une pompe à chaleur dans le bâtiment existant. Alors ici, je parlais de métrie descriptif. Ici, j'ai fait quelques captures d'écran d'un métrie type. C'est un autre bâtiment. Il est un peu complexe. Je veux dire, vous voyez un peu le type de bâtiment ici. Bon, pour la petite anecdote, c'est un bâtiment qui est situé à Lannes, grosse bâtisse, et on a fait deux types de travaux ici. En tout cas, on a fait un descriptif pour deux grands postes. C'est l'isolation d'une partie de la toiture et l'isolation par insufflation dans le creux au niveau, je veux dire, des briques de parement, ou en tout cas des murs, je veux dire, du bâtiment. Et donc, oui, évidemment, c'est petit, hein, mais vous avez la liste des postes et effectivement, ces postes, c'est sur cette base-là que les entrepreneurs vont remettre prix. Ils remettent prix. Et justement, le but du jeu, une fois qu'on voyez ici les offres des entrepreneurs, chaque entrepreneur a sa manière de remettre prix. Hein, et donc, ça veut dire que, justement, si on n'a pas ce métier descriptif auquel se raccrocher, c'est difficile de comparer des offres parce qu'on n'est jamais sûr que les entrepreneurs remettent prix sur une même base. Et donc, comment est-ce qu'on peut comparer un entrepreneur qui aura proposé tel isolant, un autre un tel autre, un autre qui aura dit moi je comprends les débordants de toiture dans mon offre alors que un autre pas. Et donc, justement, c'est là que il faut pouvoir lire l'offre de l'entrepreneur en fonction de ces données-là, et que souvent, je vais pas prêcher pour la chapelle d'Enestia, que souvent un expert est quand même nécessaire pour bien s'assurer que, je veux dire que tous les postes sont bien remplis et qu'on n'aura pas de surprise ou de déception en fin de chantier.
Alors ici, de nouveau, c'est un peu petit, hein, mais vous avez les comparatifs qu'on fait. Vous voyez qu'on essaie d'être le plus clair possible. Pour ce qui est de la légende, hein, là, on essaie d'être un peu visuel justement. Bon, là, vous avez 4 entreprises qui sont comparées entre elles. Tout ce qui est vert, c'est les postes qui sont OK, donc ça correspond parfaitement au descriptif. Le rouge, ça veut dire qu'il y a un problème, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui diverge de manière assez fondamentale par rapport, je veux dire, au descriptif, ou qui est manquant. Hein, ça peut arriver qu'un entrepreneur, je veux dire, oublie, sciemment ou pas, de remettre prix sur l'un ou l'autre poste. Et ce qui est jaune, c'est là où on a un doute, où on se dit, normalement, ça a l'air d'être, par exemple, hein, d'être compris, mais peut-être pas. Et donc, il y a une vérification à faire. Et donc, il faut idéalement reprendre contact avec l'entrepreneur pour, je veux dire, vérifier que, je veux dire, on est bien OK et que ces postes-là sont bien compris dans son offre. Auquel, si ce n'est pas le cas, on lui demande évidemment de corriger son offre pour l'aligner sur le descriptif. Alors, des points d'attention au niveau de l'accompagnement travaux et notamment de cette première phase de demande de prix. Donc, comme je disais, c'est important que les remises de prix soient complètes, cohérentes et détaillées. Ça permet la vérification. D'autre part, on a une description, par exemple, des isolations, des épaisseurs d'isolation dans le métier descriptif. Si ça correspond, c'est OK, il n'y a pas de vérification supplémentaire à faire. Mais si, par exemple, l'entrepreneur propose un autre isolant, il est clair qu'il y a une vérification technique à faire, ne fût-ce que pour vérifier que, je veux dire, on obtiendra bien les primes voulues pour l'isolant qui est proposé. Alors, évidemment, il y a aussi le choix, entre guillemets, de l'entrepreneur en question, et évidemment, en premier lieu, finalement, des entrepreneurs qu'on va interroger. Alors, pour ce qui est des primes, il est obligatoire que les entrepreneurs aient un agrément pour les travaux qu'ils réalisent. C'est-à-dire qu'un électricien, eh bien, je dirais, il n'est pas agréé pour faire de l'isolant, un crépi sur isolant. Donc, je veux dire, même si c'est un entrepreneur, je veux dire, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la demande de prime, je veux dire, pour votre crépi sur isolant, si c'est un entrepreneur non agréé qui le réalise, quoi. C'est assez logique finalement. Et vous avez ici sur le stade le site sur lequel vous pouvez aller vérifier justement les agréments des entreprises. D'autre part, il y a une liste d'entreprises membres de la plateforme wallonne de l'isolation. Donc là, une première vérification a déjà été faite. C'est Mbuild qui, je veux dire, gère ce site-là. Et donc, vous avez une série d'entrepreneurs. Vous pouvez les trier par, je veux dire, par ville ou par zone, par type d'entrepreneur, etc. Donc, ça permet de trouver quand même relativement facilement un entrepreneur, en tout cas pour tout ce qui est travaux d'isolation. Et puis, si on parle plutôt de matériaux biosourcés, si on veut aller vers des matériaux biosourcés, vous avez le cluster éco-construction qui, effectivement, a aussi une liste d'entrepreneurs membres. Hein, et là aussi, ils ont dû montrer patte blanche pour être membres du cluster. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il en est au point de vue, je veux dire, ou en tout cas, de s'intéresser à cette liste si on veut aller vers une rénovation, disons, en mode biosourcé, ou en éco-rénovation. Alors, au niveau des comparatifs des offres, il y a évidemment plusieurs curseurs qui peuvent mener à la décision sur le choix d'un entrepreneur. Il y a le planning, et généralement, quand on parle de planning, souvent, l'élément important, c'est la rapidité. La qualité, on préférera qu'elle soit haute, évidemment, et en même temps, le prix bas. Alors, je vais vous dire tout de suite, par expérience d'architecte, c'est impossible d'avoir ces trois paramètres à la fois dans un chantier. Hein, il faudra en choisir deux. Vous ne pouvez pas en même temps avoir un entrepreneur qui est rapide, avec de la grande qualité et un prix bas. C'est juste impossible. Hein, si vous dites, je prends la rapidité haute, forcément le prix sera plus élevé, je veux dire, que dans d'autres cas. Vous voyez que effectivement le curseur de choix peut être basé sur le prix, c'est généralement le cas, mais on a aussi eu des candidats rénovateurs pour lesquels l'élément le plus important, c'était la rapidité, pour des questions de disposition financière ou de système de primes qui changeait et que donc on voulait faire les travaux, par exemple, le plus rapidement possible. Autre point d'attention, concernant la fin des travaux plutôt et la constitution du dossier de prime.
là, il y a une série de documents, je veux dire, à pouvoir fournir à la région wallonne dans le cadre des demandes des primes, et notamment tout ce qui est photo avant, pendant et après travaux. C'est important de ne pas oublier de le faire parce que ça, la région wallonne le demande pour vérifier l'effectivité des travaux dans votre bâtiment. Il faut garder tout ce qui est devis et factures d'entreprise, les annexes techniques, c'est-à-dire que ce sont des documents qui sont à remplir par l'entrepreneur, attestant de ce qu'il a réalisé, je veux dire, sur le chantier. Et puis alors, vous avez un formulaire du candidat rénovateur qui indique, ben voilà, j'ai fait des travaux de, je veux dire, d'isolation de la toiture. Dans notre cas, on a fait l'isolation de la toiture, l'isolation du plafond de la cave, la pose de panneaux solaires photovoltaïques, là, bien que là, bah, de toute façon, il n'y a pas de prime pour ces travaux-là, mais je veux dire, par exemple, la pose ou en tout cas le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, là par contre, il y a des primes. Voilà, un petit tour rapide. J'aurais pu parler encore plus, je dis répondant des minutes et des minutes, mais ce que je propose de faire maintenant, c'est peut-être de passer aux questions-réponses. Je vais couper l'enregistrement je veux dire, de la séance, de telle sorte à ce que tout le monde soit libre de parler sans être enregistré. Voilà.